Bienvenue dans Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qui s'appelle Julien, alias Coach Warren, pour ceux qui le connaissent un peu plus. Coach Warren est assez récent dans le milieu de l'e-sport, je crois qu'on est à peu près à quelque chose près le même temps, 2 ans, 2 ans et demi. Donc je vais le laisser s'introduire, dire un peu qui il est, d'où il vient, et après, tout simplement, on va continuer cette discussion qui risque d'être très agréable. Salut Coach Warren, comment vas-tu ? Hello, ça va super et toi ? Ça va bien également. Du coup, voilà, je t'avais fait une petite introduction. Maintenant, je vais te laisser t'introduire un petit peu plus pour tout simplement enchaîner la suite. Pas de souci. Alors bonjour à tous, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Julien, donc coach Warren dans le milieu de l'e-sport en tout cas. Je suis coach mental depuis en plein temps, à peu près 1 an maintenant. Et j'ai été formé il y a 2 ans, comme tu l'as dit. Donc on a à peu près en effet on est arrivé à peu près en même temps. Donc je suis spécialisé principalement dans l'e-sport, mais j'interviens aussi avec les sportifs de haut niveau et tout particulier qui serait intéressé par ce domaine qu'est la préparation mentale. Très bien. C'est une petite introduction parfaite. C'est nickel. Donc oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'on avait à peu près... Alors moi, c'est vrai que particulièrement, j'ai ouvert mon cabinet avant de devenir préparateur mental, du coup. Et à quelque chose près, on s'est effectivement lancé plus ou moins en même temps. Pour juste un peu expliquer ton parcours professionnel de ce qu'on a déjà échangé en off, est-ce que tu peux nous dire ton début, c'est-à-dire à quel moment tu as commencé à basculer vers cette notion d'aller vers la préparation mentale, et finalement comment tu es devenu par la suite préparateur mental ? Ouais, bien sûr. Alors en fait, il y a, on va dire 5 ans en arrière, je dirais, j'étais dans une école privée qui formait au métier de l'e-sport dans son ensemble. Hem Et à ce moment-là, du coup, j'étais moi-même joueur, donc sur les jeux vidéo, sur Fortnite à l'époque. J'étais joueur et j'ai eu l'occasion de bénéficier, dans cette école d'un accompagnement par un coach mental, heu, qui est, The Coach, du coup, pour ceux qui le connaissent peut-être. Je crois que tu connais le monsieur en question. Tout à fait, oui. Du coup, c'est The Coach qui m'a accompagné pendant une petite année en tant que coach mental. Donc j'ai d'abord bénéficié de cet accompagnement-là. Suite à cette école-là, moi, je suis parti dans un domaine plus traditionnel, on va dire, qui est une université de psychologie. Donc, on était déjà un peu dans cette dimension psychologique, mentale, qui m'intéressait déjà. J'ai toujours été intéressé par le côté psychologique. Euh, mais du coup, cette université-là est venue vraiment m'apporter des connaissances. Et pendant cette formation universitaire, j'ai de mon côté suivi une autre formation qui est une formation pour devenir vraiment coach mental et pas seulement titulaire d'une licence de psychologie. Et donc, c'est une formation qui a été faite par, entre autres, The Coach, qui m'avait d'abord suivi en tant que joueur, et un autre monsieur que tu connais bien, qui est donc Itaka. Ouais, le premier de cette série de podcasts. Exactement, ouais. D'accord, alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, on va le garder après. Comme je te l'ai dit, parler d'un peu de ta partie joueur, je trouve ça intéressant de voir la bascule. Tu es le premier en plus dans tout ce que je fais un interview qui est passé de l'état de joueur, en dehors de Tolo, qui l'était également, à préparateur mental très rapidement, finalement. Ouais. Donc on va parler un peu de ta carrière, pourrait-on dire, de joueur, surtout dans cette école, parce que c'est assez... 5 ans, c'est assez récent comme domaine, du coup, t'es arrivé dans les premières écoles, si je me trompe pas, au niveau des dates de création en général. Je crois pas qu'il y avait d'école avant dans ce domaine-là. Alors, c'est effectivement quelque chose de très récent. Sur cette école, c'était une des premières qui a ouvert en France, du coup. Et j'étais la 3e promotion. Donc, ça faisait 3 ans qu'elle était installée. Ouais, c'est ça, t'étais vraiment tout au début, finalement, de ce type d'école et de ce que ça donne, parce que actuellement, il y en a beaucoup plus maintenant. Mais voilà, t'étais vraiment au début, donc ça peut être intéressant de voir ton expérience, et si au cas où tu sais un peu comment c'est devenu maintenant. Alors, juste avant de tout commencer dans ce détail-là, moi j'aime bien, c'est ma petite question préférée aussi au départ, c'est est-ce que t'as une définition, qui est la tienne, de la préparation mentale ? Alors, je pense que le définir peut être assez complexe dans un premier temps. Je dirais qu'en tout cas, comment moi je la vois, je dirais que c'est vraiment amener les personnes sur des prises de conscience qui les concernent, bien sûr, dans leur vie de tous les jours et ou dans leur domaine d'expertise, par exemple dans l'e-sport. C'est vraiment les faire prendre conscience de certaines choses pour les aider à progresser vers leurs objectifs et vers
donc déjà un niveau de conscience plus élevé et vers moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté performance. Du coup, ce serait, progresser vers une performance dans un cadre sain et bien sûr plus de performance par la suite. Donc je dirais que ouais, c'est peut-être amener des prises de conscience et peut-être aussi, je dirais reprendre le pouvoir, peut-être je pourrais le formuler de cette façon-là, sur un certain aspect de sa personne. En tout cas, je pense que je le verrais comme ça, je le définirais de cette façon-là. D'accord, très bien. Ah, encore une fois, hein, c'est une question que je pose à tout le monde parce qu'on a tous plus ou moins une discussion très proche les uns des autres, mais avec justement cette variation de mots qui va peut-être creuser légèrement l'écart entre chacun. Donc je trouve ça toujours intéressant, voilà, de demander à mes invités de donner leur petite définition. Merci pour ta définition du coup. Alors juste pour revenir à ton début dans l'e-sport, pas dans le jeu vidéo. Je pense que tu joues depuis très longtemps maintenant. Donc Ouais, là, c'est j'ai dû commencer vers mes 12-13 ans, je dirais, un peu plus sérieusement. Je jouais d'abord, en étant plus jeune, mais un peu plus sérieusement vers mes 12-13 ans. J'en ai 24 à l'heure actuelle, donc ça fait un petit moment. ça commence, ça commence à faire. Du coup, bah déjà, c'est quel jeu qui t'a amené à te poser la question je veux devenir professionnel, pourrait-on dire, dans le jeu vidéo? Alors dans un tout premier temps, c'était le jeu Call of Duty. Heu, En fait, si tu veux, c'est le jeu sur lequel j'ai un peu commencé, plus sérieusement, dont je te parlais tout de suite, là, vers mes 12-13 ans. Mhm. J'ai commencé à m'intéresser un peu aux jeux FPS dans son ensemble et à l'époque, j'avais pas d'ordinateur. C'était quand même assez rare que tout le monde ait un ordi à l'époque, donc j'étais plus sur le côté console de salon et le jeu FPS qui faisait beaucoup parler à l'époque sur les consoles de salon, c'était Call of Duty et c'est un peu celui qui m'a, amené vers l'e-sport. C'est dans un premier temps, c'est vrai que c'était sur ce jeu-là que j'avais envie de performer et que j'avais envie de que j'ai commencé en tout cas à m'intéresser à la performance d'un point de vue jeu vidéo. Hem Et j'ai eu en fait un peu cette vision-là de me dire, en regardant les premières compétitions à l'époque qui étaient les SFCO et cetera, ça parlera aux gens qui suivaient un peu les sports à l'époque. Mais, en regardant ces compétitions-là, j'ai eu ce déclic de me dire: «Je devrais pas regarder, je devrais faire plus. Je devrais être acteur, pas seulement spectateur». Et c'est en plus cette vision-là qui m'a fait me dire: «OK, donc on va peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus, heu, on va dire, actif et pas seulement passif par rapport à ça». Donc ouais, je dirais que le premier jeu qui m'a vraiment ancré à la compétition, c'est Call of Duty. D'accord. Et alors, la question piège, quel Call of Duty? Aïe, alors là, on va diviser les hem, mon tout premier Call of Duty, c'était Modern Warfare 3, donc forcément la nostalgie fera que, j'ai une affinité forcément avec ce Call of Duty-là. Maintenant pour l'aspect compétitif, c'était vraiment Black Ops 2 de mon côté. Qui m'a vraiment, vraiment plongé dedans. Autant, de par l'histoire des équipes qui s'y trouvaient à l'époque que moi personnellement, donc je dirais quand même Black Ops 2 pour le côté compétitif. D'accord. Bon, après la question piège, c'est vrai que personnellement, alors j'ai pas une grosse histoire avec Call of Duty, hein, mais celui qui m'a vraiment plu en multijoueur, c'était Modern Warfare 1 et 2. C'est ceux que Ouais. j'ai le plus essayé. Pourtant, je suis pas un gros joueur de Call of Duty, mais je me souviens que j'y ai joué énormément. Donc c'était ma petite question, tu vois, pour voir un peu. Donc Modern Warfare 3 et puis du coup Black Ops 2. Ouais, Le 1, bon il était quand même excellent le 1. Je me souviens d'avoir passé quand même quelques heures dessus, mine de rien. oui. Donc, ok, très bien, très bien. Du coup, alors, si je remets le contexte, t'avais 13 ans, du coup, à peu près, 12-13 Ouais. ans pour cette période-là. Cette école, tu l'as rejoint quand même donc vers tes 17-18 ans, si je ne me trompe pas, Alors un peu plus tard, je dirais que un peu c'est plus tard. plus vers mes 19, entre 19 et 20, je dirais. D'accord. Du coup, alors, ma question, c'est, tu vois, t'es lycéen, tu finis ton année de bac. Euh, Comment tu t'es venu l'idée d'aller rejoindre ce type d'école? Je veux dire, même au niveau familial, comment c'est passé? Alors, j'ai la chance d'être dans une famille où ça se passe très bien de ce côté-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je considère que c'est une chance. J'ai eu la discussion avec mes parents. Petit à petit, en fait, je les ai intéressés un peu dans le jeu vidéo. On a eu des discussions, eux et moi, parce que c'est vrai qu'au début, c'est un univers qu'ils connaissaient très peu. Surtout qu'à l'époque, j'avais 12-13 ans, donc forcément, on n'a pas forcément la même, façon de l'expliquer, on va dire. Donc ça a été plus difficile au début. Mais c'est vrai que petit à petit, on s'est posé, on a eu la discussion. Je les ai intéressés aussi petit à petit à ce domaine-là. Ils ont vu que c'était effectivement, une passion, pas que quelque chose de passager, mais vraiment quelque chose qui me plaisait. Et on a fait un deal avec mes parents au début. C'était: «Tu passes le bac
Et après le bac, on te laisse 1 an, si tu veux, pour te lancer à fond. Donc de base, il n'était pas question d'école, mais juste prendre une année hors études pour essayer voilà, de m'entraîner à fond là-dedans et voir ce que ça pouvait donner. Il se trouve qu'après le bac, j'ai pas osé le faire, moi personnellement, donc pas extérieurement, mais moi, j'ai pas osé le faire, ce qui fait que je suis parti dans des études plus classiques, qui étaient une fac de sciences en fait. J'ai validé ma première année, sauf que ça me plaisait pas du tout. Je m'y retrouvais pas du tout. Et en fait, au même moment, j'ai rencontré quelqu'un qui était alors d'abord élève dans cette école et qui est passé après heu, intervenant dans cette même école. Donc j'ai fait le rapprochement et je me suis dit: «Bon, c'est maintenant, il faut tenter». J'ai pas pris mon année après le bac. Là, j'ai l'opportunité de rentrer dans un cadre, donc peut-être aussi rassurant pour les parents derrière, le fait d'être pas tout seul là-dedans, mais d'avoir un cadre. Et du coup, je me suis dit: «Bon allez, la fac ça m'a pas plu, c'est pas un domaine dans lequel je veux avancer, donc on y va, on fonce là-dedans, on tente et on voit ce que ça donne par la suite». D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant du coup. C'est vrai que effectivement, tu l'as souligné, hein, tout le monde n'a pas. Alors, je dirais pas la chance, mais tout le monde n'a pas des parents qui soient, comment dire, ouverts au niveau, surtout du jeu vidéo, hein, je précise, dans cette approche. Donc, c'est quand même agréable. Ça t'aide, toi, à t'orienter plus facilement, peut-être également. Et puis, bah, finalement, cette école, c'était peut-être. C'était fait. Alors, tu vois, moi, j'aime bien aussi l'aspect école. Pourquoi ? Parce que justement, ça apporte un cadre, surtout dans le milieu de l'e-sport où il y a quasiment pas de cadre, hein, on va pas se mentir. C'est un milieu qui est en train de grandir de plus en plus, bien entendu. Il y a des grosses structures de plus en plus qui, justement, font leur rôle de structure, donc réorganisent un peu tout. Mais en général, quand tu évolues amateur, c'est un peu en mode, tu rejoins par-ci par-là un groupe, c'est souvent finalement plus pote que professionnel, et du coup, tu peux vite te retrouver comment dire, dans une boue, pourrait-on dire, et que tu n'avances pas dans cette carrière que tu souhaiterais. Donc je trouve ça un côté intéressant, les écoles. Alors après, moi personnellement, quand j'ai été en bac, ça n'existait pas du tout. Contrairement à toi, ça date de... Je suis un peu plus vieux du coup, donc je n'avais pas ces écoles-là. Et puis de toute façon, j'avais pas vocation, moi personnellement, à devenir joueur professionnel. J'étais pas assez bon, pour être honnête. donc c'est cool. Après, donc t'as fait cette transition donc de la fac de sciences à cette école que t'es resté 1 an, si je calcule Ouais, bien. en effet. Ouais, c'est bien ça. 1 an, d'accord. Pour après ensuite donc aller vers revenir finalement à un truc un peu plus classique qu'est la licence de psychologie. Exactement, ouais. T'as fait où déjà tes études de psychologie ? Alors mes études de psychologie, c'était à l'université de Franche-Comté, donc à Besançon. D'accord, ok. Bon, je suis un peu plus loin, moi je les ai fait à Angers. C'est un Ah peu oui, plus loin par rapport à à toi. l'extrême opposé. Ouais, on est légèrement, ça va, on est à 4-5 heures je crois de route, si je dis pas de Voilà, bêtises. à peu Je près, crois, ouais. hein. À peu près. Donc ça va, mais voilà, on a déjà, tu vois, notre premier point commun, c'est ça. En plus de notre parcours qui a commencé en termes de timing, plus ou moins en même temps dans la préparation mentale. Donc du coup, finalement, en licence, c'est là où, ça on en a un peu parlé en off, tu m'as indiqué que t'as repris contact, finalement, pour te former avec The Coach et Itaka, comme tu l'as indiqué également au début. Ouais, exactement. Cette formation, alors je me souviens plus, tu m'avais dit, elle a duré combien de temps cette formation-là ? Alors, si je me rappelle bien, elle a duré à peu près 1 an, une dizaine de mois, je dirais. D'accord, ok. Donc c'était des questions. Est-ce que c'était t'avais que du distanciel ou t'avais du présentiel également ? Alors en fait, c'est arrivé pendant les périodes Covid. Ah, les fameuses. Les fameuses, et c'est aussi ça qui m'a d'ailleurs permis de le faire d'un côté. Je le prends aussi comme quelque chose de positif très personnellement, parce que c'est difficile de parler de positif par rapport à tout ce qui s'est passé si on le prend à l'échelle mondiale. Mais en tout cas, personnellement, j'y ai trouvé du positif dans le sens où ma fac a fermé pendant les confinements, du coup. J'étais en permanence en distanciel, ce qui fait que en termes d'organisation, ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais resté en contact avec The Coach après l'école de jeux vidéo. C'était devenu quelqu'un avec qui je discutais régulièrement. Et pendant l'arrivée du confinement, je commençais à avoir un peu plus de temps pour moi, donc aussi du temps pour me questionner sur mon avenir, ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai recontacté The Coach en lui disant: «Écoute, le coaching mental, j'ai ça dans ma tête, dans un coin de ma tête depuis un moment. J'aimerais beaucoup en faire quelque chose et pas juste le laisser dans un coin de ma tête. Est-ce que par tout hasard, tu aurais peut-être des références de livres à lire, peut-être quelque chose pour que je puisse me former?» Et en fait, alignement des astres, comme on dit,
à ce moment-là, The Coach m'a dit: «Écoute, je cherche des gens à former, j'ai un associé et on aimerait former un peu des gens à ce métier-là. Moi, je t'ai suivi pendant un an, je sais qui tu es et comment tu fonctionnes, ce serait intéressant si tu veux». Et on est parti du coup pendant le confinement, donc ouais, 100% en distanciel pour répondre à ta question, heu, pendant une dizaine de mois sur cette formation avec Ithaca et The Coach du coup. D'accord, ok. Alors, du coup, l'avantage, c'est que je les connais un petit peu aussi. Donc, la formation, bon, t'as un peu parcouru là, tout ce qui est préparation mentale, c'est logique. Et t'as fait un peu d'hypnose, je crois, si je me souviens bien. Ouais, D'auto-hypnose surtout, essentiellement. Et alors Vas-y. l'auto-hypnose, je l'ai appris un peu plus tard. Je l'ai appris assez D'accord. récemment en fait, l'auto-hypnose. C'est plutôt en termes d'hypnose ericksonienne qu'on a appris les bases dans cette formation-là. Un peu en PNL aussi, un peu enfin, on a vraiment fait un peu le tour en partant de ce qu'est un coach mental, la posture à adopter et cetera et en passant par différents outils, différentes façons de fonctionner, jusqu'à arriver vers des choses plus pratiques où on était effectivement avec des personnes et on devait les coacher, en direct, donc avec de la supervision derrière. Donc on a vraiment essayé de faire, voilà, quelque chose d'assez, d'assez large, on va dire, sur la préparation mentale. Ah, c'est intéressant. Alors, j'avoue que je savais pas qui proposait des formations. C'est vrai que moi, du coup, au moment où, alors du coup, on prend période Covid, je venais d'ouvrir mon cabinet. Covid m'a dit non, tu vas faire une petite pause. Donc c'est là que j'ai décidé de me lancer dans la préparation mentale, hein, à peu près comme toi, sauf que du coup j'avais déjà la formation en amont de l'hypnose et je savais même pas. Tu vois, pourtant j'ai parlé à The Coach et j'ai pas posé la question à ce moment-là. Tiens, est-ce que t'as pas une formation? Donc je trouve ça intéressant qu'ils aient une formation qu'il avait. Je pense que là maintenant c'est fini. Ouais, en effet. Alors je crois qu'ils ont formé, 2 promotions, même si le terme de promotion est pas forcément le meilleur. Tout à Mais, fait. je crois qu'ils ont fait 2 sessions de formation et je crois qu'ils se sont arrêtés par la suite, mais, à mettre avec, voilà, un point d'interrogation à côté, mais il me semble qu'on a été que 2 sessions de formation, au cours de cette année-là. D'accord. Et du coup après cette formation-là, alors au-delà de te lancer, toi est-ce que tu as suivi d'autres formations ou est-ce que tu souhaites suivre d'autres formations? Alors, c'est une bonne question. Personnellement, je me considère comme j'aime bien dire que je suis un éternel étudiant. C'est une formulation qui me correspond bien, je trouve. J'ai vraiment un plaisir à apprendre. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment un plaisir dans le fait d'apprendre des nouvelles choses et du coup, oui, je pense que forcément je serais amené à refaire peut-être d'autres formations. Je me considère toujours en formation d'ailleurs. Je sais que j'essaye de beaucoup me renseigner, de beaucoup lire, de beaucoup, regarder des vidéos, d'écouter des podcasts notamment. Heu, j'ai la chance aussi de pouvoir discuter, voilà, avec des gens qui sont aussi dans ce milieu-là, on en parlait l'autre jour, mais avec des gens qui sont également coachs ou qui ont également des techniques différentes des miennes. Le fait d'avoir cette diversité me permet aussi moi-même de me construire et de progresser. Donc oui, je pense qu'effectivement, je serais amené à refaire d'autres formations, et je pense qu'on n'a jamais fini de se former, surtout dans un milieu qui touche au mental et à la psychologie de l'humain dans son ensemble. Oui, tout à fait. Puis bon, les techniques et les méthodes évoluent de jour en jour, donc Oui. faut forcément se former pour se tenir à jour. Ça fait partie du background de préparateur mental, hein, tout simplement. Donc non, ok. Et alors du coup, pour en revenir un peu, alors, excuse-moi, j'aime bien parler de formation. Je trouve ça toujours intéressant de parler de formation. Euh, T'as fait ta licence de psychologie, je crois que tu m'as dit que tu l'avais eu, je crois, dans mes Oui, souvenirs. ouais, ouais, c'est bien ça. As-tu pour projet du coup de faire un master plus tard? Parce qu'en plus il y a des masters accessibles préparation mentale à partir de la psychologie, si je me souviens, si je me trompe pas. Alors je crois savoir que oui. Je crois même que pas loin de mon département, il y a un laboratoire qui s'occupe de ça, il me semble. Alors, la question du master, elle reste un peu en suspens. C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question enfin, non, ce serait de mentir que je me le suis beaucoup posé parce que j'ai pris ma décision assez vite pour être honnête. Mais, mais c'est vrai j'ai eu l'occasion de discuter avec deux trois professeurs de l'université en question qui m'avaient dit: «Tu es sûr? Tu veux pas continuer? Ce serait vraiment quelque chose de un plus pour toi». Et c'est vrai que, on va dire que le système universitaire me correspondait de moins en moins. Je pense que le Covid a bien aidé aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, je m'y retrouvais moins, on va dire, dans le système universitaire. Donc je me ferme pas la porte à un master. Je pense que surtout si le master est intéressant dans un but de coaching mental à proprement parler, heu, j'aurais un peu plus de motivation à le faire, je pense. Mais en tout cas,
à l'heure actuelle, si tu me demandes de repartir en master dans quelques mois, je pense que j'aurais du mal à m'y mettre, pour être honnête. Sauf si vraiment j'y vois un intérêt de formation. Donc, on va dire que je me ferme pas la porte si un jour je veux continuer, mais c'est pas prévu dans l'immédiat en tout cas. D'accord. Bon, après, voilà, en termes de formation, il n'y a pas que tout ce qui est diplôme universitaire. Il y a aussi, effectivement, les formations en dehors qui sont quand même très intéressantes pour développer des outils et puis les échanges et ainsi de suite. Ok, très bien. Très très bien, merci pour toutes ces infos. Alors, comme t'es nouveau, c'est pas forcément le bon terme, c'est quand même une idée qui te trotte dans la tête depuis un moment, hein, si on comprend bien, de devenir préparateur mental, ou du moins d'évoluer dans le milieu, et t'en es venu à te dire, préparateur mental, c'est adapté à toi. Si je me souviens, en off, tu m'as indiqué que ce qui te plaît beaucoup, c'était la pratique. Oui, en effet, ouais. Donc tu vois, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est la pratique, j'ai un peu la question qui tue, pourrait-on dire, comment tu pourrais décrire ton accompagnement ? Alors, je pense que te décrire un accompagnement comme un modèle, par exemple, ce serait assez difficile. Parce que, du coup, je pense que c'est quelque chose que tu as déjà dû entendre plusieurs fois, mais je pense que tu me vois venir. Mais en effet, c'est un accompagnement qui change énormément en fonction de la personne qui est en face de moi. Ce serait même peut-être un peu inquiétant de te dire que j'ai un modèle miracle que j'applique à tout le monde, parce que il y a énormément de gens qui fonctionnent différemment. Et en fait, en fonction de comment la personne est et de son objectif, l'accompagnement va être fondamentalement différent. Maintenant, si je peux te donner quelques points clés, on va dire, il y a la définition d'un objectif très souvent, parce que il faut quand même qu'on parte sur une direction, savoir dans quel domaine on va et vers quoi on va. Je pense que c'est important, même pour avoir la sensation d'avancer sur quelque chose. Faut quand même avoir un objectif qui est défini et qui est défini de la bonne façon, de préférence. Donc je pense que définition d'objectif, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'après, ça se fait vraiment. L'accompagnement se fait avec ce que la personne en face m'amène en séance, en fait, je pense. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Tout à fait. C'est vrai que c'est un peu une question un peu piège, pourrait-on dire, parce que décrire ton accompagnement, ça dépend de chacun. Il y en a qui arrivent très bien aussi à donner une définition générale. Ce que tu dis a entièrement du sens, hein. C'est logique. L'objectif, de toute façon, je pense que ça c'est un tronc commun qu'on a tous, cette notion d'objectif. Donc c'est parfait. Après, si je peux creuser un peu plus, donc par rapport à ta formation, donc alors avec Ithaka et The Coach, t'as appris divers outils. C'est quoi ton outil préféré ou ta méthode préférée? J'allais te répondre la même chose qu'à la question d'avant, mais je pense qu'en effet, l'outil que j'utilise va varier évidemment en fonction de la personne qui est en face de moi. Je pense que ça se repose beaucoup, mine de rien, sur de la communication, des outils de communication. Par rapport à ça, on en avait parlé un peu en off, mais je pense que la PNL est quelque chose qui revient beaucoup dans mes séances. Donc, on en a parlé un peu tout à l'heure aussi, mais l'hypnose peut être un outil également que je peux mettre en place. Après, je pense que petit à petit, je me rends compte que je me détache beaucoup de ces outils. C'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels j'étais vraiment attaché avant. Je veux dire par là que j'essayais vraiment de réutiliser des outils que j'avais appris, vraiment un peu de façon très scolaire pour réutiliser un peu la façon dont on m'avait appris, en fait, tout simplement. Le fait de réutiliser un outil qu'on t'a appris au préalable. Mais je pense que de plus en plus, je me détache de ça en termes vraiment purs d'outils pour utiliser en fait moi-même et mes ressentis au moment du coaching propre, on va dire. D'accord. Ouais, après, ça a du sens. Hein, par exemple, tu vois, je prends le cas de moi des formations que j'ai fait en hypnose. Quand on apprenait un outil, on le répétait en boucle les séances suivantes pour le maîtriser. En soi, ça a du sens, je trouve, c'est ce qu'il faut faire, hein, en général, de mon point de vue. T'apprends un truc, faut l'appliquer. Alors, faut bien entendu l'appliquer dans un contexte adapté, c'est Bien normal. sûr. Mais il faut quand même se forcer à trouver un moyen de l'adapter et de le faire à chaque fois pour le comprendre. Parce que c'est bien d'apprendre, je pense que t'es le parfait exemple sur ce point de vue-là. C'est bien d'apprendre la théorie, pardon. Ouais. Mais la pratique, c'est quand même mieux. Exactement. On en parlait un peu en off, mais c'est un peu ce qui me manquait dans le cadre universitaire.
c'est que la psychologie, c'est un domaine qui est très protégé, et heureusement, hein, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais du coup, dans le cursus classique de psychologie, on a très très peu de pratique et énormément de théorique. Et c'est vrai que petit à petit, c'est quelque chose qui commençait à me peser. Donc, quand j'ai vu qu'effectivement, avec le coaching mental, il y avait la théorie, mais aussi la pratique, c'est vrai que je pense que c'est aussi un argument qui a pesé dans la balance, on va dire. Ouais, c'est un argument choc. Moi, tu vois, bah, du coup, alors moi, j'ai un gros problème avec les études universitaires de base. Je pense que j'étais pas adapté à l'université dans ma manière de fonctionner. Et justement, c'est pour ça que les formations en hypnose étaient beaucoup plus adaptées. Il y avait de la pratique. Il y avait beaucoup de pratique par rapport à la théorie. Et c'est pour ça que j'ai accroché tout de suite à ce type de formation et à ce domaine. Donc, ouais, la pratique, faut insister, tu vois. Faut insister. Tu as appris la théorie, faut pratiquer. Mais à l'université, c'est plus compliqué. C'est normal, hein, attention. Comme tu l'as dit, on fait pas n'importe quoi avec la psychologie non plus. Donc, il y a quand même certaines barrières à mettre en place. Mais parfois, un peu de pratique, tu vois. Un petit peu de stage, tu vois. Moi, c'était mon petit truc que j'ai décrié autour de moi, c'est que ça manquait de stage, je trouve, en licence. Ouais, C'était en licence 3 dans mon cas, je crois, les premiers stages, ça durait 2 semaines. Je sais pas, toi, de ton côté, comment c'était? alors, c'est à peu près pareil de mon côté. Les stages étaient un peu plus longs, ça durait en général un semestre. Mais c'était effectivement dans la troisième année de licence. Donc, on avait fait 2 ans, voire 2 ans et demi, selon quel semestre on avait le stage avant, de théorique et de seulement théorique. Après, je me dis que dans mon cas, avec le Covid et les universités fermées, je pense que dans tous les cas, j'aurais pas pu faire de stage si il y en avait eu dans les années 1 et 2. Donc, dans mon cas, c'est bien tombé parce que l'année 3 m'a permis quand même de faire un stage. Mais c'est vrai que oui, la théorie, c'est très important, on en a besoin, surtout quand on est dans un domaine effectivement où il faut pas faire n'importe quoi. Mais je te rejoins totalement sur le fait que 1 ou 2 stages de temps en temps, ça aurait pas fait de mal dans le cursus classique de psychologie en tout cas. C'est ça, surtout que pour revenir un peu à la licence, après on va arrêter de parler de la licence, mais c'est un tronc commun au départ, la licence de psychologie, donc bon, tu fais un peu de tout, hein, tu fais de la cognitive, clinique, neuro et ainsi de suite, mais tout le monde n'a pas la même affiliation en fonction du domaine, et tu vois, je trouve le stage a du sens pour permettre à chacun de trouver vraiment où se découvrir, hein, tout simplement, au travers d'un des cursus de la psychologie qui est quand même très très vague. La préparation mentale est dedans en soi pour moi. Donc, tu vois, c'est intéressant. Voilà. Ouais, absolument. Et il y a aussi le côté où les facs ont en général des affinités elles-mêmes. C'est-à-dire que Mm. je sais que l'université de Besançon, par exemple, est très tournée vers la clinique. Donc c'est aussi quelque chose qui, bah, on le sait pas forcément quand on arrive dans l'université pour le coup, et c'est quelque chose qui rythme beaucoup le quotidien quand on est étudiant dans des universités de psychologie. C'est vraiment, tu parlais d'affiliation tout à l'heure, mais c'est un peu ça, hein, c'est l'idée, et en tout cas la branche de la psychologie que défend l'université en question, va beaucoup rythmer les cours et le quotidien. Et c'est vrai que quand c'est pas forcément en adéquation avec ce que toi tu portes, on va dire, euh, ouais, ça peut être parfois long le côté théorique. C'est ça, voilà. Puis oui, là en plus, tu parles de la branche clinique en général, mais il suffit en plus de ça de rajouter le courant de pensée, on va dire, auquel adhère cette branche-là. Et oui, tu peux avoir un truc très dirigé et pas forcément adapté à tout le monde. Donc bon, ça c'est une autre histoire, hein. On fera pas le débat ce soir sur cet aspect-là. Non, mais On va on serait sûrement réserver ça d'accord. pro. On serait sûrement d'accord si on le faisait. Je pense qu'on serait d'accord. Je pense que c'est surtout les autres qui seraient pas d'accord avec nous sur ce point de vue-là. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, ok, très bien. Bah, merci un peu pour cet éclaircissement au niveau de tout ce que tu as fait en formation. Quand même très condensé, hein, mine de rien, en à peu près 5-6 ans, si je calcule bien encore. Les calculs, c'est pas forcément... De tête, c'est pas forcément mon fort, hein, ça, pour être honnête. Alors, si tu comptes l'école e-sport plus la fac, on est sur 4 ans. Plus du coup, dans la deuxième année de fac, l'année de formation en coach. Donc en condensé, on va dire 4 ans, mais plus ou moins 1 en fonction de si tu comptes la formation de coach mental. Merci de souligner, je sais vraiment pas compter, ça me va très bien. Avec plaisir. Y a pas de souci. Bah du coup, ok, alors, je vais pas te reposer la question, une question où tu vas me répondre à quelque chose que tu vas me dire, je te l'ai déjà dit. On va aller vers un autre sujet. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est, alors, comme toi, t'es passé de la phase de joueur à la phase de préparateur mental, comme tu as vécu, alors,
t'as vécu ça vraiment pendant 1 an, finalement, la phase de un vrai suivi en tant que joueur. Ouais. Là, genre, je te donne un exemple. Moi, je suis nouveau dans le milieu de l'e-sport, je suis jeune, j'ai envie de me lancer dans l'e-sport. J'adore, j'adore Call of Duty, tu vois. Et je veux me professionnaliser dans ce milieu-là. Déjà, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'aller dans un premier temps dans ce type d'école-là, ou vaut mieux aller vers une association? C'est une très bonne question. Je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, alors c'est un domaine qui divise aussi beaucoup à l'heure actuelle, les écoles e-sport. Parce qu'on a un peu cette impression-là, et en effet, dans les faits, ça se confirme, mais qu'on sait pas trop sur quoi on tombe, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Donc, je pense qu'il y a des points positifs et négatifs dans les 2 cas. Une école e-sport va être positive dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, ça va apporter un cadre. On va avoir vraiment ce côté, emploi du temps, en fait, scolaire qu'on peut retrouver dans la scolarité classique. Donc c'est vrai qu'il y a le côté cadre et accompagnement qui peut être intéressant pour un joueur. Maintenant, il y a des associations qui le font très bien aussi. Le problème étant de voir quelle association et comment elle fonctionne, et c'est toujours ça un peu le souci aussi. C'est vraiment d'aller voir en profondeur comment fonctionne l'association. Je te donne un exemple. Si tu vas dans une école et tu te rends compte qu'au bout de 2 semaines, l'école n'a pas du tout le côté cadre que tu recherchais, bah, peut-être qu'il y a une association qui, elle, a du staff qualifié pour encadrer les joueurs, pour les amener vers leurs objectifs, etc. Et à l'inverse, tu peux très bien tomber sur des associations au niveau amateur, voire même au niveau semi-professionnel, qui n'ont pas du tout ce cadre et cet accompagnement, là où une école l'aurait. Donc c'est vraiment spécifique, je trouve. Euh, c'est des cas particuliers à aller voir. Je pense qu'une école peut apporter beaucoup à un joueur, surtout, on va dire, quand il veut rentrer dans ce milieu-là. On a aussi les parents à prendre en compte, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait de rentrer dans une école, je pense que ça peut avoir un effet peut-être rassurant pour les parents, là où Tout à une fait. association l'aurait peut-être pas, tu vois, aurait peut-être pas cette portée-là. Donc je pense qu'en fonction des profils, ça peut changer un peu. L'école peut quand même amener ce côté rassurant et ce côté cadre. L'association peut peut-être amener un peu plus de liberté, on va dire, si je peux le dire comme ça. Je sais pas si c'est forcément le bon terme, mais peut-être un peu plus de liberté. Et, de toute façon, après l'école, il faudra bien rejoindre des équipes peut-être, etc. Et du coup, on reviendra sur le côté associatif. Donc je pense que les deux sont plus complémentaires qu'opposés, je dirais. D'accord, ok. Ouais, non, bah, je comprends ce que tu veux dire. Après, encore une fois, hein, et là t'as raison de souligner, c'est comment dire, l'expérience qui va déterminer ce que la personne a besoin. Et effectivement, tu as du bon dans les deux côtés. Je pense qu'il y a un côté plus simple dans les associations, dans le sens où, bah, grosso modo, il en existe plein, Ouais. plus ou moins officielles, et également, même si elles sont pas officielles, qui sont très bonnes. Donc, du coup, il en existe plein. Donc, c'est plus simple de rejoindre une association au départ pour se faire la main, pourrait-on dire, de mon point de vue, et après rejoindre une école, parce que c'est quand même des écoles privées, Ouais. à ma connaissance. Donc, ça veut dire que c'est quand même un certain budget. En effet, ouais, clairement, j'allais y venir. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y a quand même le côté financier qui rentre en compte. Une école privée dans le jeu vidéo, à l'heure actuelle, ça chiffre assez rapidement, mine de rien. Donc c'est vrai que oui, le côté associatif te permet d'avoir accès à certaines ressources que tu n'aurais pas forcément tout seul, d'une manière peut-être moins onéreuse, je pense. Oui, tout à fait. Après, voilà, encore une fois, il faut, et là, ça, c'est un conseil que je donnerais également à tout le monde, il faut se renseigner sur l'association, si elle est officielle ou non, se renseigner un peu sur le staff. Voilà, faut creuser un peu plus en détail les associations pour éviter de tomber dans un truc qui pourrait être entravant pour ta propre carrière. Hein. Je parle pas forcément pour comment dire, l'image de l'association, l'image de machin, pour toi en tant que joueur, tomber là où tu sais que ça va te faire progresser. Ouais, clairement. Encore une fois, le but c'est pas de rejoindre la plus grosse association de Call of Duty en pensant que bah, comme c'est la grosse association, on va réussir à être propulsé. Ça veut pas forcément dire ça finalement, dans le sens où bah oui, mais tout va être mis sur les joueurs qui ont de la performance et non sur les nouveaux, d'un certain point de vue. Ouais, exactement. Oui, oui. Et
il y a aussi le facteur chance. On en parle rarement parce qu'on n'aime pas en général miser ça sur la chance. Mhm. Mais c'est vrai que c'est un milieu où le facteur chance peut jouer. Alors je dis pas que c'est le cas dans chaque carrière, hein. Il y a des joueurs qui ont percé parce qu'ils l'ont prouvé petit à petit et ils ont monté les échelons eux-mêmes, voilà. Mais il y a parfois, en tout cas, aussi le facteur chance d'être là au bon moment avec les bonnes personnes qui peut permettre de. Donc c'est vrai que tout miser sur si je rejoins telle association, c'est bon. J'en aurais fait ma vie et ma carrière. Ça marche pas toujours comme ça, en effet, ouais. Non, c'est ça, tout à fait. Et puis, alors, oui, effectivement, le facteur chance, ça fait tiquer tout le monde. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point de vue-là. Voilà, on va pas parler de chance. Si on veut pas avoir de polémique, on va pas parler de chance ce soir. Clairement. Mais en gros, voilà, il faut. Je pense qu'il y a cette approche. Faut se donner les moyens, ça c'est indéniable, hein, c'est un travail, tu ne peux pas devenir pro. Et je parle aussi bien en tant que joueur que coach, hein, finalement, hein. Même en tant que coach, c'est toi comme moi, on a commencé on commence même tous par le milieu un peu associatif, c'est-à-dire que Totalement. c'est du bénévolat, tout Ouais. simplement. Donc tu peux être le meilleur préparateur mental ou X raison. En général, tu commences par le bas de l'échelle et puis bah tu gravis les échelons au fur et à mesure. Voilà. Puis je pense que ça a un côté agréable aussi d'avoir cette notion d'association. Moi j'ai beaucoup aimé cette approche quand je suis arrivé dans les sports, d'avoir des associations parce que ça te permet de t'intégrer très facilement. Tu vois, contrairement à tu vois, si je, si je fais le parallèle avec un peu le monde réel, et puis là tu pourras me contredire, tu vois, tu vas aller voir un club où c'est des licenciés, tu vas devoir tout de suite imposer ta presta, dire qui tu es, tu vois, montrer élargir les épaules, pourrait-on dire, pour vraiment dire, bah, regardez, je vais avoir beaucoup d'importance pour vos joueurs, mais tu sais pas comment ça va se passer. Que l'avantage de l'association, c'est que tu peux y aller tranquille, un peu plus serein, tout en étant professionnel, et t'as pas cette pression de, il faut un résultat obligatoirement. Ouais, exactement. Mais je vais pas te contredire, je vais te rejoindre sur cette vision-là. Je pense qu'effectivement, quand tu es un jeune coach, au tout début, tes premiers, pas contrats du coup, mais tes premiers pas dans le monde de l'e-sport, je pense que ce serait très difficile de commencer directement avec quelque chose de rémunéré, des gros salaires, etc. Parce qu'effectivement, ça amène une pression supplémentaire. Là où quand tu débutes, tu n'as pas forcément besoin d'une pression supplémentaire. Donc non, non, je suis d'accord avec toi là-dessus que le côté associatif te permet déjà d'y aller progressivement, de découvrir ce que c'est que vraiment, être acteur dans ce milieu-là et mine de rien, il y a aussi, un côté plaisant au progrès, tout simplement. On parlait de l'apprentissage tout à l'heure et le fait de prendre du plaisir à apprendre, bah, on est un peu là-dedans. Le fait de passer par le cadre associatif te permet d'apprécier le chemin et pas que le point final, si je peux le dire de cette façon-là. Ouais, et puis en plus, alors, moi, tu vois, je prends mon cas personnel qui a jamais été dans des associations avant de rentrer dans le milieu de l'e-sport, ça te permet aussi de comprendre un peu le milieu associatif, tout simplement. Je trouve ça hyper enrichissant, du coup. Tu vois, c'est mon petit plus à moi, par exemple. Oui, oui, clairement. Puis ouais, sur le côté humain aussi. Tu rencontres des personnes, ça te fait grandir humainement parlant, je pense. Ouais, et puis c'est un milieu qui parle beaucoup, hein. Il y a beaucoup de bouche à oreille, donc tu rencontres très rapidement, je trouve, des gens. Alors encore une fois, ça dépend de ta position et de qui tu es dans cet écosystème. Mais en gros, si tu parles bien et que tu vas aux bons endroits, tu peux aussi très vite progresser. Ouais, je pense clairement, ouais. En fonction des personnes que tu rencontres et de l'objectif que toi-même tu as. Si tu as un objectif effectivement d'aller un peu, coacher de plus en plus haut en termes de performance, je pense qu'effectivement ça peut te permettre de rencontrer des personnes de plus en plus performantes et du coup d'optimiser toi-même ton propre suivi et tes opportunités par la suite. C'est ça. Et du coup, alors, maintenant pour en revenir un peu à notre jeune joueur de Call of Duty Black Ops 2 qui veut devenir, alors c'est fini Black Ops 2, mais qui veut devenir professionnel, est-ce que toi, alors, tu vois, moi c'est une question que je me suis quasiment posée dès le début de ma pratique. Est-ce que pour toi, un joueur, je sais pas si on peut dire amateur, mais quelqu'un qui se lance d'un coup, qui veut se lancer, a besoin tout de suite d'un préparateur mental ou faut qu'il se fasse ses armes avant? Hem, c'est une bonne question. La question à 10 000. Ouais, 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 ça pourrait être celle-là, je pense. Hem
Très naturellement, j'ai eu les 2 versions. C'est que d'un côté, j'ai envie de te dire, avoir un préparateur mental dès le début te permet de construire des bases solides et du coup de partir sur peut-être des modes de fonctionnement qui sont directement les plus adaptés à ton objectif. D'un autre côté, je suis quelqu'un qui est assez attaché à l'apprentissage par l'expérience. Je trouve que c'est très important de soi-même faire l'expérience d'eux. Donc personnellement, si je devais te donner une réponse, je pense que si, un jeune joueur débute vraiment en termes, il est en amateur et il souhaite devenir professionnel, je pense que directement le mettre avec un préparateur mental, personnellement en tout cas, je le conseillerais pas. Je peux entendre qu'on le conseille, franchement ça me choquerait pas, heu, mais je sais que personnellement, je pense que ça peut aussi faire du bien et faire grandir la personne, de d'abord faire son expérience lui-même et quand il arrivera, voilà, petit à petit, par l'expérience et par les progrès qu'il peut faire dans des performances un peu plus hautes, à ce moment-là, lui mettre à disposition la ressource, du coaching mental, je pense que ça peut être plus intéressant. Parce que plus d'expérience égale plus de matière sur laquelle travailler, par la suite. Ouais, tout à fait. Et puis effectivement, quelqu'un qui se lance à peine va, tu vois, si je reprends ce que tu disais tout à l'heure avec les objectifs, il va pas, comment dire, il va avoir des objectifs, c'est logique, mais les objectifs vont peut-être plus être en lien avec le lui, si je peux parler comme ça, ce qui n'a pas encore débuté, même à niveau amateur, et donc n'auront pas forcément de lien dans l'immédiat dans ce qu'il recherche. Ça aura du lien sur le long terme. Hein. Je parle, exemple tout bête, la confiance en soi. Hein. Moi, Ouais. par expérience, je sais que travailler la confiance en soi avec un joueur a forcément un impact dans sa vie de tous les jours. Ouais. Par contre, le joueur amateur qui arrive, bah, peut-être que grâce au jeu, il va avoir confiance en lui déjà, et que c'est pas forcément ce qu'il faut travailler en premier. Ouais, Tu en vois à effet, peu ouais. près l'idée. Ouais, 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 clairement. Donc non, je comprends ton point de vue, c'est logique. C'était la question à 10 000 et je pense que tu as gagné les 10 000, donc c'est très bien. Félicitations. Merci bien. Je t'enverrai un chèque un peu. Ouais, je note, je note. Donc ok, très bien. Bah du coup, pour en venir toujours, moi j'aime bien ce petit joueur, tu vois, qui veut réussir dans Call of Duty. Ouais. Tu vois, bref, il a fait ça. Il commence sa carrière, il s'en sort. Et là, paf, il sent qu'il a besoin effectivement d'un préparateur mental et il vient te voir. Mmh. Donc, comme tu m'as dit, l'une des premières choses que tu fais, même si c'est pas, comment dire, ça, tu t'adaptes à la personne, ça va être l'objectif, la recherche d'objectifs. Ouais. Alors, ce que j'adore avec la recherche d'objectifs, c'est qu'il existe des millions de méthodes Ouais. pour cette recherche d'objectifs. Du coup, ma question, c'est quelle est la tienne? Alors, je pense que comme tu l'as dit, il y a énormément de méthodes, qui peuvent fonctionner. Je sais qu'en général, si je vais voir un joueur, on va prendre, l'exemple que tu apprécies tant du joueur Call of Duty. Si je vais voir ce joueur dès la première séance et que je lui demande: «OK, c'est quoi ton objectif?» J'ai à peu près 90 de chances qu'il me donne un objectif qui n'est pas le sien. Parce que du coup, on commence à le savoir, mais on est on est biaisé souvent dans notre façon de penser et notre façon d'agir. Il y a un paquet de on pourrait même parler de biais cognitifs dans ce cas-là. Mais on a vraiment plein de choses qui viennent interférer sur notre pensée. Ce qui fait que l'objectif qu'il va me donner à ce moment-là, hem, moi, en tant que coach, je ne suis pas certain que c'est vraiment l'objectif qu'il recherche. Donc en fait, personnellement, moi, je vais m'assurer, on va dire, par la discussion. On parlait de PNL tout à l'heure, on est un peu là-dedans. Hem, dans la discussion et dans l'échange, je vais aller questionner cet objectif pour voir, si c'est effectivement l'objectif principal ou si c'est peut-être une quête secondaire. Et je vais surtout aller questionner qu'est-ce qui pourrait, venir empêcher cet objectif? Parce qu'en fait, en faisant ça, il va me révéler les choses qui le bloquent et du coup, par définition, s'il me révèle ce qui le bloque, il va également me révéler les points d'action sur lesquels on va pouvoir aller travailler par la suite, dans notre coaching, tout simplement. D'accord, ok. Ok, très bien. C'est une réponse complète, nickel. C'est vrai, effectivement, tu as raison de souligner ça, hein, que parfois, le premier objectif, c'est juste la partie submergée. C'est pas le bon terme, pardon. Celle la plus visible de l'iceberg, ce que je voulais dire, surtout. Exactement, Mais oui. c'est finalement pas le réel de ce que tu vas travailler par la suite. Donc, c'est intéressant de souligner hein, qu'il y a
Ça, on ne le dit pas assez, hein, qu'en général, le premier objectif, si tu creuses un peu, tu sens que c'est pas tout à fait le vrai objectif, quoi. Ouais, clairement. Mais tu vois, un truc tout bête, si je peux donner un exemple par rapport à ça, mais c'est un joueur qui vient me voir et qui me dit oui, moi je veux être performant sur Call of Duty. D'accord, mais être performant sur Call of Duty, ça veut un peu tout dire et rien dire. Je veux dire, c'est pas un objectif sur lequel on a de l'emprise forcément sur un coaching. C'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler directement. Et du coup, le fait d'affiner cet objectif-là va me permettre, moi personnellement en tant que coach, de me donner un peu une direction sur quoi je vais pouvoir travailler, et de lui de sentir que, parce que il va le sentir forcément au fur et à mesure du coaching, mais de sentir que oui, d'accord, là on est sur quelque chose qui le motive, on est sur quelque chose qui, au fond de lui, vraiment le motive et représente un objectif. Ce qui fait qu'on va passer peut-être de la première réponse, je veux être performant sur Call of Duty, à, je sais pas, j'aimerais gagner un tournoi régional sur tel jeu à telle date. Enfin, vraiment le côté précision d'objectifs et derrière précision des barrières qui peuvent l'en empêcher. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'important d'aller sur cette précision-là. Oui, tout à fait. Et puis, alors, là, moi, tu vois, ça me fait un peu écho à la pensée stoïcienne sur justement ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Exactement. Et je trouve ça intéressant, cette notion de je veux performer à Call of Duty. Ouais, mais ça dépend pas de toi, au sens où, bah, effectivement, c'est un objectif beaucoup trop vague pour que finalement, ce soit vrai tout de suite. Par contre, je veux, comme tu l'as dit, alors, régional, bref, départemental, tout ce que tu veux, mais un truc plus facile d'accès, pourrait-on dire. Là, Ouais. ça dépend de toi, effectivement, de qu'est-ce que tu vas mettre toi en place pour. Et après, tu vas monter au fur et à mesure, et finalement, ce qui ne dépend pas de toi, ce que tu voulais faire comme objectif, c'était être performant à Call of Duty, tu le seras, parce que tu auras accompli tout pour y arriver. Exactement. Ouais, en fait, c'est un peu la mise en place d'un plan, si on peut dire. Mhm. Euh, c'est vraiment agir là où on peut agir pour aller dans une direction qui est propre aux joueurs, en fait. Parce que mine de rien, je parlais des biais cognitifs tout à l'heure, il y a, comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui viennent un peu perturber nos façons de penser, etc. Ce qui fait qu'on peut vite prendre des choses qu'on entend, des choses qu'on voit, des choses qu'on pense et qu'on se dit à nous-mêmes et faire comme si c'était la vérité. Alors qu'en fait, ça part de pensées, des idées reçues. En fait, c'est beaucoup ce qu'on a en PNL, hein. C'est le côté un peu reformuler les choses. Par Mhm. exemple, moi j'ai entendu des joueurs en coaching me dire non mais personnellement jouer à ce niveau-là c'est pas possible. Et du coup moi ça me pose question. Ok, pourquoi c'est pas possible? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et du coup en questionnant ça, on déconstruit un peu une façon de penser pour reconstruire une façon de penser qui est propre au joueur ou à la joueuse et qui est plus productif, on va dire, pour elle ou pour lui dans l'atteinte de son objectif. Tout à fait, non, mais t'as raison. Mais du coup, tu vois, c'est bien que tu parles, que tu fais écho à la PNL, du coup, parce que j'aime bien cet outil, hein, comme je te l'ai déjà dit. C'est, alors, pour pas m'attirer les foudres de tout le monde, on va dire qu'on est cousins, PNL et hypnose. Voilà, je ne veux pas m'attirer les foudres de tout le monde. On est cousins, on est très 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 proches dans ce domaine. Et du coup, oui, effectivement, la PNL, ça a cet avantage, je trouve, comme méthode d'amener les gens à, tu reformules toi, mais de les amener aussi également à se repositionner par rapport à ce qu'ils t'ont dit. Ouais, bah, c'est clairement le but, hein. Dans ma formulation, j'ai dit de reformuler, mais c'est vraiment amener la personne en face à le faire elle-même. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais reformuler sa pensée en lui disant non, tu devrais penser comme ça, parce qu'en fait, je rajouterais une couche à ce que je veux déconstruire de base. Mais c'est vraiment amener la personne à reformuler la pensée en question. Quand je vois qu'il y a effectivement un biais ou quelque chose qui me pose question, amener le joueur ou la joueuse à reformuler pour qu'effectivement ça rentre plus dans sa propre pensée et pas dans une idée préconçue ou quelque chose qui a été ancré dans son passé ou dans sa façon de penser. C'est ça, tout à fait. Bah, merci. Alors la PNL, pour ceux qui savent pas, c'est vrai qu'on parle de PNL, mais on dit pas ce que ça veut dire. Programmation neuro-linguistique. Alors au niveau des inventeurs, question piège, c'est qui a, alors c'est pas le bon terme à inventer la PNL, mais qui a lancé la PNL. Là, tu me poses une colle. Sur l'inventeur de la PNL. Alors c'est pas le bon terme, hein, l'inventeur, parce que c'est pas proprement dit l'inventeur. En gros, je prends historiquement la PNL, donc comme je l'ai dit, est née de l'hypnose. Ouais.
excusez-moi de me faire taper par ce que je viens de dire, est né de l'hypnose. Mais en gros, la programmation linguistique, donc ça a été fait au moment où donc Milton Erickson, comme tu l'as cité, hein, que c'était Ouais, la méthode que tu avais appris. Euh, exactement. c'est disciple. J'aime pas dire le mot disciple, surtout pour Erickson. Je suis pas trop fan parce que lui-même ne voulait pas à la base à proprement. Il a enseigné l'hypnose à tout le monde gratuitement, façon de parler. Et donc du coup, les personnes pardon qui ont démocratisé, c'est donc John Grinder et Richard Bandler. Excusez-moi de mon anglais catastrophique, En mais effet, grosso modo, le nom de Pendler me dit quelque chose maintenant que tu le prononces. c'est eux qui ont. Alors, je dirais pas que c'est eux qui ont, comment dire, qui ont vraiment propulsé le plus la PNL. C'est eux qui ont posé les bases, qui ont vraiment dit en général. Après, je vais peut-être me faire contredire dans les commentaires. Ça me va très bien, mais grosso modo, c'est eux qui ont voilà mis les bases de ce qu'était la PNL. Et puis, bah, bien entendu, après, c'est tous les prédécesseurs qui ont amélioré l'outil et qui l'ont fait ce qu'on connaît maintenant, hein, toi et moi. Ouais, clairement. Alors d'ailleurs, petite précision, pour ne pas jeter la pierre à The Coach et Itaka pendant que j'y pense, on l'avait appris, hein. On l'avait appris durant la formation. C'est juste une information que j'ai décidé de pas retenir pour des raisons sombres. Ouais, non, mais t'inquiète. Bon, après, tu sais, les noms, se souvenir des noms des gens, des fois, c'est assez tordu. Moi, si je me trompe pas, j'ai une anecdote sur Bendler, je crois. Je crois que c'est lui. Il y a une anecdote un peu. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait partie de la légende? Je pourrais pas te dire. Mais je sais qu'il y a une anecdote qu'on m'avait, moi, appris dans mes formations, où genre. Alors, Bendler, en gros, alors, je crois que c'est Bendler, hein. Il travaillait avec des centres psychiatriques. Et grosso modo, il y avait une personne à l'intérieur qui souffrait, alors je pourrais plus te dire, mais en gros de délire, qui se prenait pour Jésus. D'accord? Et on lui a demandé, bah voilà, tout simplement, on sait pas quoi faire, la personne elle se prend pour Jésus, bref, voilà. Aide-nous, façon de parler, je pourrais résumer comme ça. Et en gros, il est rentré dans la pièce de la personne, et juste avant, en amont, il a demandé à deux infirmiers de prendre tout simplement deux morceaux de bois pour faire une croix. Et il allait voir le mec en lui disant, bah ok, t'es Jésus, allez hop, c'est l'heure. Voilà, pour la petite anecdote un peu drôle, voilà, il lui a fait croire qu'il allait le crucifier. Ok. Alors, c'est peut-être une légende, hein, je le cache pas, c'est peut-être une légende, mais je trouve ça assez drôle comme anecdote c'est pour illustrer la PNL, hein, finalement, un peu ce côté, parfois il faut même aller dans le délire de la personne pour l'en sortir. Alors, si on transpose ça, on va dire, à ce qu'est la PNL à l'heure actuelle, il y a un parallèle qui peut être fait, c'est parler avec le discours de la personne. Tout à fait. Ce qui rejoint aussi le pourquoi j'insistais autant tout à l'heure sur le fait de, de changer mon accompagnement en fonction de la personne, de l'adapter. C'est tout simplement que une parole, un mot pour quelqu'un va vouloir dire quelque chose de totalement différent euh, pour une autre personne, par exemple. Ce qui fait que oui, en effet, ça peut être une légende, mais elle illustre assez bien le principe de tu parles avec un discours et avec des mots, avec peut-être même une façon de te tenir physiquement, etc., qui correspond à la personne qui est en face de toi au moment du coaching et au moment où tu décides d'utiliser cet outil. Tout à fait. Et puis bah, ça souligne l'importance, hein, de quel mot tu vas utiliser, hein, tout simplement, lorsque tu vas accompagner quelqu'un, hein. Totalement. Alors pour en revenir, parce qu'on perd notre fil à bifurquer sur d'autres sujets, notre fameux joueur de Call of Duty, voilà, bref, il s'en sort, il a quand même été suivi par un préparateur mental parce qu'il en a besoin pour certains sujets qui le regardent que lui. Genre si tu vois, il a été suivi avant par quelqu'un d'autre et qui vient vers toi ensuite pour autre chose. Toi, comment tu fais? Est-ce que c'est une vision, hein, c'est à voir si tu peux répondre à cette question. Il a été suivi. Est-ce que toi, automatiquement, tu te rapproches de la personne, par exemple, si elle est encore dans le circuit, de la personne qui l'a accompagné précédemment, avant, ou tu repars d'une base, pourrait-on dire, neutre? Alors, ça m'est déjà arrivé, du coup, c'est cool que tu poses cette question-là. Dans les joueurs, j'ai déjà eu des gens qui ont été suivis, ben, encore lui, hein, mais par Itaka, il y a quelques années en arrière. Donc, je pense que je vais te répondre comment moi je fonctionne. C'est que quand je connais le coach qui a suivi les joueurs, ça m'arrive de poser la question au coach en question. Typiquement avec Itaka, je suis allé discuter avec lui. Maintenant, quand je ne connais pas le coach qui s'en est occupé,
Je pose pas la question en général et je repars d'une base assez neutre. En général, je pense que c'est la bonne façon de faire et tu vois même, les cas où je suis allé discuter avec Ithaca, je suis quand même reparti d'une base neutre parce que, comme tu le disais au tout début, je considère qu'on a un peu tous nos façons de fonctionner et que même si quelqu'un a accompagné le joueur avant, il l'aura fait de sa propre manière, qui va apporter certainement beaucoup de choses, mais pas forcément les mêmes choses que comment moi j'accompagne les joueurs. Donc je pars du principe que je pars sur une base neutre, que s'il y a eu un accompagnement sur certaines problématiques, elles sont entre guillemets censées être réglées, donc pas forcément des problématiques que je vais retrouver. Si jamais je les retrouve, bah, ma foi, je les retravaillerai avec ma façon de faire. Mais je pars du principe quand même que je pars sur une base neutre. D'accord, ok. Non, bah, très bien. Ça, après, voilà, ça dépend du point de vue de chacun. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi cette notion de... parfois, tu vois, aussi revenir vers la personne qui l'a suivi le joueur peut aussi t'influencer toi en tant que préparateur mental et, euh, et voilà, te rendre moins aux objectifs à la demande finalement, tu vois. Ouais, Donc, exactement. moi en soi, je comprends hein, cette notion de pas forcément revenir vers la personne, Ouais. sauf dans certains cas peut-être, mais voilà, ça je comprends entièrement. Il y a Ça me des paraît principes, normal, il y a des principes aussi que j'ai pris forcément de la psychologie, étant donné que bien c'est une sûr. discipline universitaire, je suis allé un peu, piocher là-dedans, on va dire, sur des choses qui étaient intéressantes. Et on parle aussi beaucoup de neutralité dans la psychologie. Le fait d'être vraiment, ben, essayer en tout cas, parce que c'est difficile en tant qu'humain, mais essayer d'être le moins influencé possible quand on a quelqu'un en face de nous. Et c'est vrai que comme tu le dis, je pense effectivement que des fois discuter avec quelqu'un qui connaît la personne, heu, bah, les informations qu'on va en retirer sont interprétées par la personne en question, donc donne une direction qui est pas forcément la plus proche de la vérité en tout cas. Ce qui fait que ça peut venir influencer effectivement, notre façon de voir le joueur ou la joueuse en question. Donc c'est vrai que ouais, j'aime bien en général, en tout cas partir d'une base neutre et si j'ai envie de contacter le coach qui s'en occupait, je le fais en général après quelques sessions avec le joueur ou la joueuse en question. D'accord. Ouais, mais tu vois, moi j'aime bien ce genre de réponse. Je trouve ça très clair, très. C'est logique. Hein. Après, encore une fois, hein, tu le dis, tu t'inspires, tu prends ce que tu as acquis dans dans ta licence de psychologie et ça a du sens, ça a entièrement de sens. Bah, alors, pour revenir à ce fameux joueur de Call of Duty, et il aurait été présent ce joueur de Call of Duty ce soir. Hein. J'espère qu'il passera pro à la fin de ce podcast parce que J'ai jamais parlé de ma vie, j'ai jamais autant parlé de ma vie de Call of Duty que ce soir. C'est incroyable. Du coup, pour revenir à ce joueur, tu vois, moi, c'est toujours la question que j'ai moi de mon côté, hein, personnellement, parce que j'ai une approche qui est vraiment liée à l'hypnose. Les outils scientifiques, j'aime bien, c'est vraiment pas mon dada. Tu vois, je suis pas du genre à faire des questionnaires, tout ça. Moi, c'est ma question, c'est bah du coup ce joueur, si genre il a besoin de savoir où il en est. Est-ce que toi tu proposes des outils, on va dire, type questionnaire pour son progrès, ou comment tu fais tout simplement pour lui faire prendre conscience de son progrès? alors, pour le moment, j'ai jamais utilisé d'outils, on va dire papier, si je peux dire, type questionnaire et cetera. C'est quelque chose, je pense, que je vais faire, ne serait-ce que pour tester ce que ça fait sur les joueurs, pour voir si effectivement c'est quelque chose qui peut être intéressant pour eux. Maintenant, je sais que ce qui fonctionne bien, c'est, on va dire un rappel, si je peux l'appeler comme ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, une joueuse pour le coup, qui me disait, bah, voilà, elle me parlait d'une problématique, comme si, ça avait été toujours cette problématique-là depuis le début et en fait, je lui ai rappelé qu'il y a 2-3 mois en arrière, cette problématique, c'était plus la même. Enfin, voilà, tu vois, je fais un peu des rappels de où on est parti et vers quoi on va et en fait, le fait de se rappeler de là où on est parti au tout début, en fait, le joueur ou la joueuse se rend compte que la façon de penser qu'elle a ou qu'il a aujourd'hui change, que c'était plus du tout les mêmes problématiques, que c'était pas forcément le même problème. Et la plupart du temps, même sans ce rappel, la personne qui est coachée le sent et se sent progresser et avancer dans ses problématiques. Donc en général, il y a même pas besoin de faire ce rappel, ça se fait un peu automatiquement dans l'échange, j'ai envie de dire, Naturellement, comme la PNL. notamment. Pour ne pas revenir que à la PNL, mais en effet, oui, ça se fait quelque chose de naturellement. D'ailleurs, je t'en parlais en off de ce côté très naturel, c'est que quand tu m'as demandé au tout début quel outil j'utilisais le plus, j'ai mis du temps avant de te répondre
parce que dans mes coachings, j'ai pas l'impression d'utiliser des outils tellement ça se fait vraiment dans la discussion de manière naturelle. Mais, heu, mais c'est vrai qu'en effet, oui, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, en fait, quand la personne alors évidemment, quand on vit des choses, souvent, on n'a pas le recul nécessaire pour, se rendre compte de ça. Mais au final, c'est un peu aussi la fonction qu'a le coaching. J'aurais pu te répondre ça d'ailleurs tout à l'heure quand tu m'as demandé comment je décrirais mon accompagnement. Mais, j'essaye vraiment de créer un endroit, on parle souvent de safe place, tu sais? C'est un terme qui est Mmh. souvent utilisé. J'essaye vraiment de construire un endroit qui est sécurisant pour les joueurs et les joueuses, qui puissent y amener ce qu'ils veulent, qui puissent discuter de ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que le fait d'avoir cet espace-là de neutralité, de bienveillance et d'échange fait qu'en général, les joueurs se sentent progresser au fur et à mesure. Donc c'est vrai que le rappel est nécessaire dans certains cas précis, mais souvent, en fait, au fur et à mesure des séances, quand on discute, en fait, le joueur ou la joueuse comprend et le sent, le ressent même qu'il y a progrès et que dans les problématiques, la personne avance, en fait, tout simplement. Très bien. Bah, parfait, du coup. Ah bah, tu vois, alors, du coup, ça me fait un peu écho. Je t'ai pas posé cette question, parce que là, c'est vrai qu'on parle de suivi individuel. Est-ce que tu suis aussi des groupes? Alors, ouais, ça m'arrive d'intervenir en groupe. Alors, de toute façon, dans l'e-sport, on suit généralement des équipes plus que des joueurs, en tout cas selon les jeux. Ça m'est arrivé, par exemple, de coacher un joueur Fortnite il y a peu, donc là, c'était un seul joueur. Mais, de manière générale, on suit des équipes. Je sais que personnellement, j'ai une affinité avec le coaching individuel. C'est vraiment là-dedans que je me trouve le plus performant. Maintenant, je suis pas du tout fermé au coaching de groupe, c'est quelque chose qui m'arrive de faire, surtout, tu sais, avant les compétitions ou ne serait-ce que pour le côté, heu, comment on peut dire ça? Vie de groupe, tu sais, le côté Mhm. lien qui peut se trouver dans un groupe ou même, quelque chose qui revient énormément dans l'e-sport, mais c'est le côté communication. Tout à C'est fait. c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément dans l'e-sport parce que c'est super important. Donc, on va dire que si je devais décrire mon accompagnement, ce serait peut-être, 70 d'individuel, 30 de groupe, je dirais, si je devais te donner des pourcentages. Parce Mhm. que, voilà, dans la lignée de voilà, je reviens un peu toujours à ça, j'ai l'impression, mais dans la lignée de coller vraiment à la personne qui est en face de moi, d'avoir vraiment quelque chose qui lui parle, je me trouve personnellement, en tout cas, plus performant dans de l'individuel, parce que j'ai plus la sensation de parler dans le monde de la personne. Là où en groupe, je trouve ça moins impactant. Peut-être sur un groupe de 5, ça va être très impactant pour 3 et un peu moins pour 2, et cetera. Il y a des disparités, on va dire. Ce Tout qui à fait fait. que personnellement, en tout cas, j'y trouve plus mon compte, en individuel. Et c'est vrai que j'essaye toujours de garder, ça me fait penser à Ithaca quand je dis ça, ça me fait sourire parce que je l'ai entendu de dire cette phrase. Mais c'est le côté, plaisir dans le fait de coacher. Heu, Mhm. J'essaie toujours personnellement de garder du plaisir dans le fait de coacher et j'y trouve aussi, un peu égoïstement, plus mon compte dans le côté individuel, dans le plaisir de coacher quelqu'un. Non, moi, après ça, c'est vrai je pense qu'on a tous nos affinités, même, tu vois, là, on parle groupe ou individuel, mais même en termes de suivi individuel, on va avoir nos affinités en fonction de la demande sur certains types de demandes. Tu vois, je fais le parallèle, moi, avec mon cabinet, du coup. Euh, Personnellement, je suis pas trop fan de recevoir des fumeurs. C'est tous ceux actuellement qui m'ont posé des lapins en cabinet. Donc du D'accord. coup, voilà, je me suis dit, bon, les fumeurs, certes, je m'éloigne d'une grosse part de la demande, mais je préfère éviter les fumeurs. Je ferai les fumeurs que je connais, mais je veux pas faire plus, tu vois. Par exemple, tu vois, on a OK. des affinités, ou même en termes de carrière, avec, là, je prends encore une fois mon exemple, je sais que je préfère accompagner des adolescents adultes, tu vois, cette tranche d'âge, Ouais. que les enfants. Les enfants, ça fait appel à d'autres mécanismes de l'hypnose, et pour moi, c'est pas là où je me sens le plus performant, D'accord. Ouais, je enfin, comprends. en utilisant ton point de vue. Donc non, c'est très intéressant. Et puis un groupe, effectivement, c'est un travail complètement différent. Ouais. Déjà, tu vas pas du tout proposer la même, parce que là, la PNL a tout de bon. Par contre, pour faire de la PNL avec un groupe, il faut beaucoup d'expérience. On va pas se mentir. Il faut énormément d'expérience, et ça va pas du tout les mêmes axes, pardon, que tu vas travailler en groupe de toute façon. Exactement. Oui et puis pour la PNL, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le fameux VACOG. Donc Tout à fait. le fait d'utiliser plutôt, les canaux sensoriels,
auditif, visuel ou kinesthésique notamment. Et ça, typiquement, quand tu es en individuel, on arrive assez rapidement, on va dire, à voir dans quel discours parler. Dans un groupe, c'est plus difficile, voire obligatoire d'utiliser tous les canaux sensoriels disponibles. Ce qui fait que, ouais, voilà, c'est un peu cette sensation-là qui personnellement me fait sentir moins performant. Après, voilà, on serait en coaching, je viendrais questionner le pourquoi je me trouve moins performant et voilà, on pourrait comme ça aller à l'infini sûrement. Mais en tout cas, là, si je devais te répondre rapidement à cette question, c'est ce que je te dirais. Bon, après, on peut faire encore 1 heure pour cette question-là, hein, si tu veux, on peut creuser. Alors, du coup, tu as parlé du système VACOG. Ouais. Donc, VACOG, pour résumer à nos auditeurs, c'est les 5 sens, du coup. Donc, comme tu l'as dit, visuel, auditif, alors, j'arrive jamais à le dire, kinesthésiste. Il y a olfactif et gustatif. C'est vraiment la base même de la PNL. Hein. C'est l'une des bases de la PNL. Voilà, juste pour souligner que tout le monde comprenne bien ce mot VACOG. Je ne veux pas faire l'erreur de parler de PNL et d'oublier de dire ce que c'est, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, oui, c'est vrai que on a tendance à utiliser des termes qu'on connaît en partant du principe que tout le monde connaît ce terme, mais on en est très loin, donc tu fais bien de redéfinir ça. C'est ça, voilà. En sachant, bon, PNL, ça commence à être de plus en plus ancré chez tout le monde. Ouais. En dehors du groupe de rap. Normalement, le mot PNL. Le VACOG, c'est vraiment quelque chose que les gens ne. Bah, tu sais pas, quoi, tout simplement. Hein. C'est normal. Ouais, clairement. Donc, ok, bah très bien. Alors, est-ce que ce joueur, il aurait quelque chose d'autre? Parce que tu vois, faut que je garde cette métaphore du joueur là, qu'il a besoin de faire des choses, ce joueur. Alors, ma question, c'est ce joueur. Tu vois, il a, bah voilà, votre suivi va s'arrêter parce que bah, il a atteint ses objectifs, tout ça. Ouais. Est-ce que pour la fin du suivi, est-ce que tu as un rituel? Quand je dis rituel, c'est au sens, tu vois, je prends mon cas par exemple. Moi, mon petit rituel dans mon... Ça, c'est moi personnellement, je précise. Dans mes suivis, c'est de permettre à chacun d'apprendre, en gros, la méditation, l'auto-hypnose. Ok. Est-ce que toi, t'as un peu un rituel de fin de suivi? Quelque chose que tu mets en place? Pas forcément lié à ça, hein, ça peut être toute autre chose. Mais est-ce que t'as un rituel? Alors, à l'heure actuelle, je pense pas avoir de rituel, honnêtement. Je réfléchis dans les différents accompagnements que j'ai pu faire, mais en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir un rituel, c'est que j'ai je vous visualise le moment où l'accompagnement s'est terminé, mais c'est vrai que, il y a une espèce de continuité où très souvent, que je le demande ou que je le demande pas d'ailleurs, j'ai un retour dans les semaines, mois qui viennent, des joueurs que j'ai pu suivre. Ce qui fait que j'ai pas vraiment cette impression, tu sais, de fin un peu abrupte où, tu un joueur pendant 1 mois, 2 mois et après plus rien. J'ai pas vraiment cette sensation de fin, j'ai plus une sensation de continuité où, j'arrête de le suivre le joueur de manière, officielle, définie, cadrée, mais j'ai toujours quand même un écho de ce qui se passe, de comment ça se passe pour lui, de voilà ce qu'il a réussi à mettre en place et cetera. Ce qui fait que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un rituel de fin et de clôturer vraiment, un accompagnement. J'arrête de le faire, on va dire, j'arrête d'accompagner le joueur, mais vu que j'ai toujours un peu un retour et un œil sur les performances du joueur en question, j'ai encore, on va dire, j'ai pas vraiment de fin, on va dire. D'accord, ok. Ok, très bien. Bah du coup, là on va arriver au fur et à mesure donc, de la fin de cette interview. J'ai mon rituel, voilà, encore une fois, hein, mon rituel, j'aime bien les rituels des fois, mon rituel de fin d'interview. Alors, la première question, c'est un peu, elle fait écho finalement à la question initiale que j'ai donnée, donc cette dernière question, c'est quel avenir vois-tu de la préparation mentale? Alors, je pense personnellement que, c'est un domaine qui est en pleine expansion, si je peux dire. C'est quelque chose de très jeune, hem, qui vraiment se développe très, très vite. On disait tout à l'heure, quand on parlait de la formation continue où il fallait toujours se mettre à jour, c'est un domaine qui évolue beaucoup, qui évolue vite et qui touche de plus en plus de monde, je pense. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, la préparation mentale était quelque chose qu'on trouvait à très haut niveau et uniquement à très haut niveau.
Maintenant, c'est quelque chose qui se démocratise un peu plus, qu'on trouve au niveau associatif, qu'on trouve au niveau semi-professionnel, voire même amateur parfois. Donc, je pense personnellement que l'avenir est très positif pour la préparation mentale. C'est quelque chose qui va se développer et j'espère en tout cas, se développer dans le bon sens. Euh, il y a eu aussi pas mal de choses qui vont il y aura, je pense, pas mal de choses qui vont s'écarter. On parlait de formation tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui revient dans le coaching mental. C'est le côté, bon, bah, n'importe qui peut être coach mental, peut arriver et se dire coach mental et exercer en tant que coach mental. Donc, je pense que petit à petit, ça va se professionnaliser de plus en plus. Et je pense que c'est un domaine qui a des beaux jours devant lui. J'espère en tout cas, mais je le pense. D'accord, bah parfait, merci pour cette réponse de question de la fin. Du coup, alors, c'est vrai qu'on en a pas dit, mais tu suis actuellement une équipe Valorant et League of Legends, pour ceux que ça intéresse, pour suivre un peu ton parcours. Alors du coup, pour te suivre, on peut te suivre comment? Via Twitter, Instagram, LinkedIn, c'est quoi tes comptes? Je dirais que c'est principalement Twitter. D'accord. J'ai un LinkedIn aussi. En fait, techniquement, c'est ce que je te disais en off, j'ai tous les réseaux sociaux qui existent, je pense. Mais on va dire principalement Twitter et LinkedIn aussi, ouais. D'accord. Je pense que d'ici peu, on devrait me retrouver sur Twitch un peu. Mais voilà, c'est petit exclu comme ça, c'est pas encore Bah, annoncé. je serai l'un de tes premiers abonnés dans ce cas. Bah, je partage. Du coup, ce que je ferai, c'est que je vais mettre en description de cette interview tous tes liens, tous ceux que tu veux mettre, hein, même si tu dis que t'as que Twitter et un LinkedIn où tu te sers le plus, je pourrais mettre les autres si t'as envie. Comme Ouais. ça, tout le monde peut te suivre sur toutes les plateformes. En exclusivité, on a eu cette info que tu allais sur Twitch dans pas longtemps. En J'ai effet, hâte ouais. de te voir du coup sur Twitch, voir. Alors, du coup, tu fais là, moi, tu intrigues ma curiosité. Sur Twitch, tu vas vouloir faire quoi? T'as une idée du contenu que tu vas proposer? Alors, ce sera autour de la prépa mentale, c'est certain. J'aime beaucoup ce format où on peut échanger en direct d'un sujet, etc. Donc je pense que ça va être vraiment des discussions autour du coaching mental sur un fond, alors soit de jeux vidéo, soit je fais un peu de musique à côté, donc peut-être de musique, je sais pas encore exactement. Mais comme je l'imagine à l'heure actuelle, en tout cas, ce sera un fond de jeux vidéo et des discussions autour de l'e-sport, du coaching mental, etc. D'accord. J'avoue que j'aime bien le côté fond créatif, tu vois, avec la musique et parler de préparation mentale. Ça, moi j'aime bien personnellement. Ok. On verra ça dès que tu le feras, du coup, dans ce cas. Bah, merci en tout cas à toi d'avoir participé à cette interview. Je vais pas trop tenir plus longtemps. Je vais te laisser tranquille. Avec Donc, plaisir, merci d'être merci à venu. toi. Merci à toi pour cet échange, c'était très très cool. Merci, à la prochaine. Super, à la prochaine.